Nous allons démarrer nos travaux pour ce 30e congrès des syndicats Force ouvrière de Maine-et-Loire. Et sans plus tarder, mes chers camarades, vous savez qu'un congrès, c'est toujours un moment important dans la vie de l'organisation. C'est un moment de démocratie, avec des débats, des votes. Un congrès un peu particulier, puisque vous allez avoir quelques changements à l'union départementale. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Daniel pour le rapport moral et d'activité. Daniel, tu as la parole. Bien mes camarades, bienvenue à tous, bienvenue aux 450 participants à ce congrès. Vous savez, c'est un peu avec fierté que nous sommes passés de 200 et quelques participants au congrès en 2002 à Télazé. Nous étions 260 ou 280 à Saumur. En 2006, nous étions 320 au dernier congrès à Cornay. Et nous sommes aujourd'hui 450. 420 représentants des syndicats, 30 invités qui nous font le plaisir d'accepter notre invitation à participer à ce congrès. C'est effectivement un congrès un peu particulier. Alors, cette présence massive, c'est naturellement dû d'abord à la présence de notre camarade Jean-Claude, qui nous fait l'amitié de présider notre congrès, alors que, vous le savez, il est bien occupé. Par les temps qui courent, il fréquente beaucoup les ministères, présidence de la République, les congrès, et donc il est par nous et par vous, évidemment. Le fait qu'il puisse consacrer une journée à notre congrès est évidemment un honneur pour l'Union départementale, et aussi, je pense, une satisfaction pour tous les camarades. Et puis, quelques copains m'ont dit, oh, comme c'est ton dernier congrès, on va aller à ce congrès. C'est mon dernier congrès. En tant que secrétaire général, j'espère bien encore avoir quelques temps pour donner mon point de vue sur les différents éléments, et y compris contester, contredire les camarades, etc. Et puis, sur le fond, je crois que cette augmentation de la participation des militants à un congrès de l'Union départementale, c'est fondamentalement le fait que les questions interprofessionnelles sont devenues des éléments au cœur de la discussion de nos syndicats. Je pense, c'est sans doute lié un peu par la force des choses, c'est-à-dire que les questions de retraite, dans les dernières années, ont focalisé la discussion, la mobilisation de nos camarades, et bien entendu, toutes ces questions interprofessionnels qui ont permis aux militants dans les syndicats de les appréhender, ont une certaine expression aussi dans le contenu et dans la participation à ce congrès. Alors mes camarades, je voudrais d'abord remercier tous les camarades, je voudrais remercier les exposants qui nous aident à la réalisation de ce congrès. Dans la salle, derrière, il y a 8 stands que vous aurez la possibilité d'aller rendre visite, à la fois pour vous informer, à la fois pour regarder. Et puis, je voudrais également remercier nos invités, une trentaine. Parmi cette trentaine d'invités, je veux d'abord saluer notre ami Hubert Draguin, qui est secrétaire général de la Fédération d'enseignement de la culture et de la formation professionnelle, qui est évidemment ici chez lui, vous le savez depuis le territoire. Je veux saluer mon ami Didier Vernus, qui est venu secrétaire général de la Fédération des services publics de santé, qui est le secrétaire général de la Fédération, et qui nous fait l'amitié de venir avec d'autres militants de la Fédération, et notamment Luc Delru, qui, vous le savez, a commencé à travailler avec moi. On a commencé notre carrière hospitalière ensemble, un jour d'été 1974, et ça s'est vu assez rapidement dans l'hôpital. Il y a eu assez rapidement des assemblées générales. Bref, il fait naturellement partie des invités, et puis il y a toute une série de copains qui viennent des unions départementales. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous
tous arrivés. Là, Philippe Frochot est arrivé. Voilà, notre ami de Vendée. Il y a Patrick Hébert, qui secrétaire général de la Loire-Atlantique, qui est venu avec une puissante délégation. Il y a dans l'ordre il y a notre ami Joël Josselin d'Ille-et-Vilaine, il y a Loïc Réveil de la Mayenne, il y a Gilles Boulard, je ne sais pas s'il est arrivé, de la Sarthe, mais il ne devrait pas tarder. Nos camarades d'Indre-et-Loire et de la Vienne se sont excusés. Il y a Jocelyne Bossan des Deux-Sèvres. J'ai oublié personne des voisines, mais il y a également des unions départementales un peu plus loin qui nous font le plaisir de participer au congrès. Notre ami Yann Perrotte de la Manche, Éric Le Courtois qui devrait arriver des Côtes-d'Armor, Lisa France Paroisse qui vient de l'Orne, des amis qui viennent, des camarades qui viennent de la Haute-Loire, bref, une délégation des unions départementales qui nous font l'amitié de participer à notre congrès. Alors, camarades, avant la présentation du rapport moral et d'activité que vous avez reçu dans les syndicats il y a un peu plus d'un mois, je voudrais saluer la mémoire de militants disparus lors de ce moment. Il y a eu dans ce rapport que vous avez reçu, notamment le rappel du décès de François Hainaut, notre camarade du Crédit Mutuel, de Jacques Legout, vétéran de notre organisation, Christine Tiercelin de la Mutualité, Daniel Dallet, secrétaire de l'Union locale de Saumur, Gilbert Trois-Poils, des mineurs de la Pouaise, et puis, il y a quelques jours, 3 semaines, Michel Pic, notre camarade qui a été membre du bureau de l'Union départementale pendant plusieurs années, qui a été trésorier de l'Union départementale, qui a été responsable pendant des décennies du syndicat des clercs de notaire. Il s'était consacré depuis 10 ou 15 ans à la défense individuelle auprès des prud'hommes. Et il y consacrait sa vie, il y a consacré toute son activité, y compris jusque quelques semaines avant son décès. Et puis, je dirais naturellement un mot particulier sur la disparition de Raymond Patou. Raymond Patou participait à tous nos congrès. Vous savez, Raymond, c'est notre histoire. Notre histoire, il a été un de ceux qui a reconstruit la vieille CGT pendant la guerre, pendant la résistance. Il a été de ceux qui ont dirigé la CGT en qualité de secrétaire général de l'Union départementale CGT ici dans le Maine-et-Loire. Il a été de ceux qui ont organisé le fait qu'il crée la CGT-FO, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution pour préserver l'indépendance et la liberté syndicale. Notre ami Raymond participait à tous les congrès, il était présent au dernier congrès de Cornay, et naturellement, l'Union départementale était représentée lors de la sépulture de Raymond et des autres camarades. Camarade président, si tu permets, pour honorer la mémoire de nos camarades. Je veux bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Alors, camarades, vous avez vu dans cette salle, nous avons décidé de faire une exposition
Notre ami Jean-Jacques Nicolas y a passé beaucoup de temps. C'est une exposition dont le choix a été arbitraire. Nous avons décidé de reprendre les unes d'un certain nombre des journaux que nous avons dans nos archives. Ça commence avec les numéros de Résistance ouvrière de 1944. Il y a des unes de Force ouvrière lorsque l'hebdomadaire était l'organe des groupes Force ouvrière dans la CGT. Puis il y a des unes après la création de la CGT-FO. Il y a en outre, derrière là-bas, le drapeau de la Marianne. Il s'appelle comme ça, en fait, c'est le drapeau de 1848 qui a été créé à l'occasion du premier syndicat, semble-t-il, dans le département, en 1848, le syndicat de défense des intérêts généraux. C'était une vingtaine d'ouvriers des carrières de Trélasé. À l'époque, ce n'était pas des mines, c'était des carrières. Qui avaient constitué ce syndicat. Et donc, Ludovic Ménard a rappelé quelle était l'origine de ce drapeau. Et naturellement, l'exposer aujourd'hui, en vrai, c'est difficile parce qu'il est très détérioré. Mais que nous avons voulu leur mettre dans cette exposition. Ce sont évidemment des éléments de notre histoire, comme nous avons mis le premier PV, une réunion du syndicat des allumettes, la manufacture d'allumettes de Trélasé. Je vous rappelle que c'était le syndicat de Léon Jour, qui a pris sa carte syndicale à Trélasé dans ce syndicat toute sa vie, et dont Mme Jouot, d'ailleurs, nous a confié les dernières cartes syndicales. PV de la première réunion de 1890, vous remarquerez que la composition du bureau syndical qui a été élu est à parité. 5 hommes, 5 femmes. Alors je ne sais pas combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes dans cette entreprise, mais enfin, c'est tout de même un élément qui est à souligner. Bref, vous aurez l'occasion de regarder cette expo qui va jusqu'à la grève générale de 49, la grève générale pour la liberté syndicale, pour la liberté de négociation, et qui a débouché sur la loi du 11 février 50. Vous regardez tout ça, pour tous les militants, c'est évidemment quelque chose d'éducatif. Alors, camarades, un congrès, c'est évidemment un moment particulier. C'est d'abord un temps statutaire, le temps statutaire de la vie démocratique de notre organisation. C'est une journée de congrès. À l'issue du congrès, c'est une commission administrative qui se réunit, celle qui vient d'être élue pour désigner les instances et désigner le secrétaire général, le trésorier et tout le bureau. Vous le savez, j'ai annoncé le fait que je ne demanderai pas le renouvellement de mon mandat. J'ai estimé qu'il était temps, en quelque sorte, de passer la main, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et notamment dans ma réponse. À l'issue de ce congrès, à l'issue de la réunion de la commission administrative, à partir de 19h30, nous ferons un repas fraternel pour ceux qui sont inscrits. Et donc, un congrès, c'est à la fois tout ça, mais c'est aussi un moment exceptionnel. Nous sommes sans doute la seule organisation dans le département qui, pour nos congrès interprofessionnels, réunissons autant de militants. Sans doute, d'autres pourraient le faire, mais sans doute n'en ont-ils pas aussi envie. C'est-à-dire que notre orientation, notre responsabilité, c'est de permettre la discussion, c'est de permettre la réflexion, c'est de permettre l'échange, c'est de permettre le fait que tous les militants de l'organisation se saisissent de l'appréciation de la situation pour préparer la suite. Alors, ce congrès, c'est le congrès des syndicats. C'est le congrès des syndicats et des sections syndicales des syndicats nationaux ou régionaux, selon nos statuts, qui sont régulièrement constitués. Ce sont bien les syndicats qui vont discuter de rapport d'activité, ce sont bien les délégués mandatés des syndicats qui vont voter, ce sont bien les délégués mandatés qui vont élire la commission administrative. Bref, c'est un temps de démocratie. Le syndicalisme étant cette école de démocratie, il est bon par les temps qui courent de rappeler ce que nous sommes et quel est notre fonctionnement. C'est aussi un rappel important, puisque lorsque j'ai dit que c'était le congrès des syndicats, effectivement constitué dans le département,
nous avons été amenés, dans le cadre de la commission administrative, à décider d'une situation particulière, puisque nous avons des sections syndicales de syndicats nationaux qui ne sont pas effectivement constitués dans le département. C'est le cas de la police, c'est le cas d'autres secteurs, notamment des syndicats qui viennent d'adhérer à Force ouvrière, comme le SNEDA, et la commission administrative de Budé a décidé de faire une exception, en quelque sorte, à nos statuts pour permettre que ces camarades puissent à la fois s'exprimer, puissent à la fois se présenter à nos instances, pour que, en espérant en quelque sorte que ce soit une contribution à l'évolution de leur situation. Alors ce 30e congrès, c'est un moment particulier, compte tenu de la gravité de la situation. Alors oui, la responsabilité de ce congrès, c'est, dans cette situation difficile, de contribuer à notre place, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais en prenant conscience de ce qu'on est, pour rassembler les salariés autour des revendications indispensables à la préparation du rapport de force, c'est-à-dire, de manière offensive, préparer, préserver l'indispensable indépendance syndicale. Il y a quelques semaines, lors du rassemblement EFO du 1er mai, devant la stèle Ludovic Ménard à Télazé, qui, rappelons-le une nouvelle fois, était l'un des 40 signataires de la charte d'indépendance adoptée au Congrès d'Amiens, j'ai eu l'occasion de confirmer devant les 150 militants présents notre responsabilité en précisant. Partout, la classe ouvrière organise la résistance et cherche les moyens pour inverser la tendance. À notre place, avec nos syndicats, nos syndiqués, tous les travailleurs qui nous font confiance, nous allons préparer les prochaines semaines en sachant que les travailleurs ne pourront compter que sur leur propre force et sur leur propre mobilisation. De même, et c'est le hasard du calendrier, lors du 1er mai, c'était entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et notre congrès, aujourd'hui, est entre les deux tours des législatives. Nous l'avons dit alors et nous le confirmons aujourd'hui, nous ne donnons aucune consigne de vote partisane. C'est naturellement l'expression de l'indépendance syndicale, mais également la cohérence parce que chacun sait que demain, la majorité gouvernementale, quelle qu'elle soit, sera sous la pression de la troïka et des spéculateurs, et en face, il faudra bien une organisation syndicale libre et indépendante. D'ailleurs, comment contester sérieusement les décisions d'un pouvoir que nous aurions à peine nommé? Alors, camarades, la situation s'est singulièrement aggravée depuis la rédaction du rapport d'activité que vous avez reçu et discuté, et il convient de l'actualiser en quelque sorte. Le rapport qui vous a été adressé à travers 8 chapitres, je ne vais pas tous les reprendre, bien entendu, mais en actualiser quelques-uns. Je vais commencer par une actualité qui est incontournable, c'est la situation de Sotira, à Prancé, dans le nord du département, ancienne entreprise Montluger, qui comptait 600 salariés, qui maintenant en compte 220, et dont la décision de fermeture a été annoncée d'ici la fin de l'année. Et puis, c'est la décision de Thomson Angers, du groupe Technicolor, dont le redressement judiciaire a été décidé le 1er juin. Ce n'est pas une surprise, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Alors, il faut se souvenir qu'à Angers, Thomson, c'était 3500 salariés, comme Bull, dans la filière électronique informatique, et la création de ces entreprises, c'était des décisions politiques pour assurer une orientation industrielle dans notre pays et naturellement permettre l'emploi. Et aujourd'hui, Thomson, Angers, c'est 340 salariés en redressement judiciaire. Les perspectives sont pour le moins les plus sombres. Vous avez vu dans la presse que la seule orientation qui est donnée est de rechercher un éventuel repreneur à hauteur peut-être d'une centaine de salariés. Alors nous nous sommes exprimés, notre syndicat des métaux s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, parce que naturellement ce n'est pas une fatalité. Et nous avons l'exigence de poser le problème de la responsabilité gouvernementale en la matière, et ce d'autant qu'il y a un ministre maintenant du redressement industriel. Je dois vous dire que lors de discussions récentes avec le maire d'Angers et Angers-Loire Métropole,
je leur ai clairement posé la question de la perspective de l'intervention de l'État dans ce dossier. La seule intervention qu'ils voient, c'est au niveau des collectivités, empêcher la vente du terrain et donc utiliser le droit de préemption, et c'est tout. C'est-à-dire que la perspective pour les collectivités territoriales sur le dossier de Thomson, c'est tout sauf essayer de se donner les moyens de faire pression pour que l'État revienne à une politique industrielle qui crée, y compris l'emploi, mais naturellement ces questions, vous l'aborderez, j'en suis persuadé, dans la discussion. Mais cette situation de Thomson et de Sotira, c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt. La réalité, dans le département, réalité statistique, qui est donnée par Pôle emploi, c'est une augmentation des chômeurs de 10,3% dans le département. C'est-à-dire que pour toutes les lignes, que ce soit au niveau du bassin d'Angers, plus 8%, plus 16% pour Segré, plus 12% pour le bassin de Saumur, pour 13% pour le bassin de Beauport et plus 13% pour le bassin de Cholet, dans tous les secteurs, l'augmentation du chômage est considérable. Et puis, les camarades me font passer un certain nombre d'informations. Tous les mois, je vois une liste, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises, petites ou grandes, tous les mois, qui sont en redressement judiciaire. Alors, camarades, cette situation, on pourrait épiloguer, on pourrait donner d'autres chiffres. Les camarades me donnaient tout à l'heure l'évolution de la masse salariale au premier trimestre dans le département de Maine-et-Loire, moins 0,7. Après une augmentation de la masse salariale au dernier trimestre 2011 de 0,5, mais le troisième trimestre 2011, c'était aussi une diminution de 0,2. Ces chiffres sont donnés en euros courants. C'est-à-dire qu'il faut rajouter en quelque sorte l'inflation. Ça, ce sont des chiffres qui donnent la réalité d'une situation, qu'on le veuille ou non, où la réalité, c'est que nous sommes entrés dans une situation de récession. Alors, sur les problèmes d'emploi, naturellement, nous avons des revendications. Vous aborderez, y compris dans la discussion, dans les interventions, les initiatives, les résultats, y compris de l'intervention dans nos syndicats, mais c'est évidemment un dossier tout à fait important. Je vais aborder le dossier des retraites, puisque la question des retraites a été remise à l'ordre du jour suite à l'élection présidentielle, et bien entendu, ça suscite une attente considérable. Nous avons dans le département, vous l'avez vu dans le dernier combat social, les FO 49, adopté dans le cadre du bureau de l'Union départementale un communiqué pour rappeler que certes, une telle mesure, ça représente une opportunité pour quelques dizaines de milliers de salariés, et pour eux, c'est évidemment une bonne chose. Mais en même temps, il faut reprendre le dossier complètement. Nous avons rappelé que le dispositif des carrières longues, c'est un dispositif qui dissocie la partie cotisée de la partie validée pour les droits à retraite. C'est-à-dire que c'est déjà un système qui revient sur les modalités de l'ouverture des droits en matière de retraite et qui prépare l'individualisation. Vous savez, cette question, c'est une question tout à fait essentielle, puisque nous sommes à quelques mois d'une nouvelle discussion sur les retraites. J'ai d'ailleurs noté dans la presse qu'Éric Aubin, un des candidats putatifs à la succession de M. Thibault, vous avez vu ce qui se passe, c'est pas n'importe quoi. M. Aubin dit le plus vite possible qu'il faut engager une réforme de fond du financement des retraites. Vers quoi? Nous savons bien ce qu'il y a dans le dossier. La CFDT a obtenu que dans la contre-réforme de 2010, il y ait, dès 2013, l'ouverture d'une discussion pour refonder le système des retraites sur une base d'un régime par points, c'est-à-dire un régime individualisé. Et donc, en quelque sorte, le système des carrières longues,
C'est un système qui non seulement en 2010 a permis de valider, d'essayer de faire passer pour cautionner la contre-réforme, en accordant à quelques dizaines de milliers de salariés le fait de pouvoir partir plus tôt, mais où la quasi-totalité des salariés, eux, partent plus tard. Et c'est un dispositif qui, certes, serait aménagé par le décret qui est en cours de discussion, mais dont le danger est considérable. À la fois, il y a cette individualisation, à la fois, il y a une discrimination, puisque, bien entendu, la totalité des périodes de chômage, la totalité des périodes, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants, ne seraient pas prises en compte. Alors, dans cette situation, notre communiqué a eu pour fonction de rappeler les revendications qui sont les nôtres, pour notamment aujourd'hui remettre sur le tapis le fait que notre revendication, ce n'est pas les carrières longues, c'est la réduction de la durée requise pour le taux plein, parce que 40 ans c'est déjà trop, pour revenir sur ce que nous avions auparavant sur les 37 ans et demi. C'est le rétablissement du droit au départ à 60 ans, c'est le retour aux droits statutaires supprimés par les concordateurs. Alors camarades, cette discussion sur les retraites, ce communiqué, nous l'avons fait pour qu'il y ait discussion dans les syndicats, discussion dans les entreprises, discussion avec les salariés qui sont autour de nous. Je voudrais maintenant aborder la question des salaires et la question du SMIC. Bien entendu, compte tenu du niveau des salaires, la réévaluation et le coup de pouce du salaire minimum est une préoccupation qui est partagée par tous les salariés. Alors évidemment, c'est une question nationale, mais en même temps, c'est une question qui a des implications locales. D'abord, il faut rétablir en quelque sorte la réalité. Nous sommes dans un département qui fait partie du peloton de queue en termes de niveau des salaires. C'est-à-dire que le nombre de salariés qui sont payés au SMIC, qui sont payés un tout petit peu au-dessus du SMIC, sont une proportion tout à fait importante, indépendamment d'ailleurs de tous les salariés qui sont à temps non complet et qui, la plupart du temps, n'ont même pas l'équivalent du salaire mensuel minimum. Alors il faut rappeler qu'en termes de salaire, parce que dans les derniers jours, j'ai entendu des copains qui disaient des choses un peu approximatives, depuis 2011, la révalorisation légale du SMIC, c'est le 1er janvier. C'est-à-dire que le coup de pouce qui est évoqué pour les prochains jours, ce n'est pas un coup de pouce qui se rajouterait à l'augmentation légale, mais ce serait un coup de pouce indépendamment des augmentations légales qui sont fixées au 1er janvier ou à une autre date si le différentiel des prix dépasse les 2%. Depuis 2 ans, le gain de pouvoir d'achat qui devait venir s'ajouter à l'inflation ne s'est pas ajouté à l'inflation parce qu'il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la révalorisation du salaire minimum a été limitée à l'inflation, sans coup de pouce. Alors effectivement, l'existence d'un coup de pouce sur les salaires minimums, c'est effectivement une chose qu'il faut discuter, mais elle a des conséquences immédiates sur les conventions collectives dont les salaires sont discutés au plan départemental. Je pense en particulier à la métallurgie, je pense à toutes les conventions collectives dans l'agriculture, et vous savez, en agriculture, le Maine-et-Loire, c'est le 3e département agricole en termes de salariés, et il y a 7 ou 8 conventions collectives départementales, dont la plupart ont des niveaux qui, certes, commencent au SMIC, mais une grille qui est terriblement tassée. Dans l'hypothèse d'une révalorisation et d'un coup de pouce de 5%, je peux vous dire que la quasi-totalité des grilles dans l'agriculture serait complètement obsolète. Pas le premier ou le deuxième échelon, quasiment toute la grille. Et donc nous avons pris la décision, naturellement, dans le cadre du bureau, avec nos copains de la métallurgie, dans le secteur agricole, nous avons engagé les demandes auprès des chambres patronales pour que dès maintenant, c'est-à-dire dans le mois qui suit, puisque les conventions collectives prévoient que les réunions de commission mixte se tiennent dans le mois qui suit la demande, pour que les augmentations de salaire puissent être discutées début juillet. Donc nous avons commencé ces démarches. Nous le faisons au niveau des branches, mais ça veut dire qu'au niveau des entreprises, au niveau de tous les secteurs
où nous pouvons intervenir, la question de l'augmentation des salaires et de la revalorisation de grille doit être posée dans les branches, mais dans les entreprises. Dans les entreprises. C'est-à-dire que je vous invite à reposer le problème des accords qui ont été réalisés dans le cadre des NAO, dans les entreprises, pour tenir compte de cette situation exceptionnelle de l'augmentation du salaire minimum. Et puis, bien naturellement, c'est une invitation à ce que dans la fonction publique, la question des salaires soit posée. Pour rassembler naturellement les syndiqués, mais pour rassembler les fonctionnaires autour de la revendication de l'augmentation de la valeur du point. Parce que cette valeur du point qui est gelée depuis des années est l'instrument qui a fait perdre du pouvoir d'achat à tous les fonctionnaires. J'en arrive à la fonction publique brièvement, parce que s'il y a la question de la valeur du point, où nous avons la responsabilité dans les syndicats, y compris de prendre des initiatives, pour rassembler les fonctionnaires. Naturellement, il y a les discussions nationales, il y a les responsabilités des fédérations, mais les fédérations sont composées des syndicats. Et la base de notre action syndicale, c'est le syndicat, c'est donc une initiative dans chacun de nos syndicats. Alors bien sûr, il y a la question des salaires, et puis il y a la question du jour de carence. Nos fédérations de fonctionnaires, à juste titre, ont engagé une campagne de pétition pour exiger l'abandon du dispositif. Le fait que cette pétition soit massivement signée et été portée auprès des ministres est évidemment une question tout à fait essentielle. Mais il n'est pas contradictoire, loin de là, à ce que l'initiative dans les syndicats permette de décupler cette campagne. Et c'est à juste titre que nos camarades du groupement départemental des services publics et de santé ont fait conférence de presse, ont été reçus plus d'une heure par le préfet de Maine-et-Loire sur le sujet, ont fait une conférence de presse et un communiqué ensuite, pour que ça serve de point d'appui au développement de cette campagne, parce qu'il y a une certitude, sur cette question du jour de carence, on peut gagner. On peut gagner à condition aussi qu'on s'en donne les moyens. Et donc, cette affaire, c'est évidemment une question qui concerne de haut en bas notre organisation, à la fois les fédérations, à la fois les unions départementales, parce que c'est une question essentielle, et puis, naturellement, nos syndicats. Et puis, je vais dire deux mots sur les échéances que nous avons en fin d'année. Il y a les élections sur les très petites entreprises et les élections chambres d'agriculture au mois de janvier. Vous savez, ça peut paraître un peu lointain, mais vraisemblablement, il y a aux environs de 50 000 salariés dans le Maine-et-Loire qui relèvent des très petites entreprises. Comme il y a 20 000 salariés qui relèvent de l'élection des chambres d'agriculture. Ce sont donc ces deux scrutins, deux enjeux tout à fait importants dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi que nous condamnons et dont nous exigeons l'abrogation, la loi sur la représentativité. Puisque ces deux élections vont participer à la définition de ceux qui sont représentatifs et de ceux qui n'y sont pas. Alors, naturellement, il y a toute la partie propagande. Nous avons commencé, nous allons continuer, nous avons tout le matériel confédéral, nous avons fait le nôtre, les uns et les autres ont reçu ce matériel et commencent à aborder la question des élections des TPE. Mais il y a sans doute, compte tenu du caractère particulier de cette élection, qui vraisemblablement aura un taux de participation assez faible, vous savez, c'est quand même une élection qui a la particularité d'élire personne. Et donc, les salariés qui ne sont pas idiots vont quand même se poser le problème de savoir à quoi ça sert. Ça sert qu'à une chose, à compléter le dispositif concocté par Parisot et Thibault, avec la loi sur la représentativité, pour que tout le monde soit concerné par le calcul de la représentativité syndicale. C'est sa seule fonction. Mais évidemment, pour nous, c'est aussi une question d'existence. Et donc, il faut qu'on se batte sur cette question. Naturellement, nous allons parler de cette question, nous allons poursuivre ce que nous avons engagé. Nous avons, dans le centre-ville à Angers, commencé à faire des diffusions le matin
Il y a eu plusieurs équipes qui ont fait ce travail, qui ont reçu un accueil tout à fait intéressant de la part des salariés qui arrivaient au boulot. C'était place du Raviment, c'était place Lorraine, etc. On va continuer. Mais il y a la capacité de faire mieux. Il y a la capacité de faire mieux. Il y a la propagande, mais il y a l'organisation. Vous savez, on avait eu cette discussion lors des élections prud'homales en 2008. En 2008, on avait dit, à la fois il faut faire la propagande, et à la fois il faut prendre des mesures d'organisation et utiliser tous les leviers, notamment des présences syndicales dans les entreprises. Et bien là, de la même manière, nous avons d'ici le mois de décembre l'obligation de rechercher par tous les moyens à créer de nouvelles implantations dans ces secteurs. Nous avons commencé. Lorsque nous avons constitué la liste pour les élections, pour les assistantes maternelles, on a eu du mal à faire une liste de 8 noms. On a eu du mal. Mais on l'a fait. Et sur les 8000 inscrits, puisqu'il y a 8000 assistantes maternelles dans le département, eh ben on a eu 25% des voix. Et on a un élu. Sur cette base-là, on a commencé à faire des réunions, avec le soutien de la responsable nationale, et on a constitué une section départementale de ce syndicat, qui maintenant fonctionne, qui maintenant existe sur la place publique, et au fur et à mesure va s'exprimer sur les sujets particuliers de cette profession, et ces problèmes sont nombreux. Et puis il y a tous les autres secteurs. On a commencé à prendre l'initiative sur les hôtels, cafés, restaurants, sur un certain nombre d'autres secteurs, et donc on va continuer. Mais il y a aussi l'implication de tous les militants. Allez, si les quelques milliers de syndiqués forces ouvrières dans le département s'y mettent, qui connaissent tous, l'ouvrier du garage, le coiffeur, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces liens, il faut faire converger et pour permettre à tous les syndiqués que nous avons dans le département de se saisir de cette question et naturellement sur la question de l'agriculture. Alors je vais, avant de conclure, revenir sur la situation générale, parce que tout de même, le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise poursuit son aggravation. Il y avait la Grèce, le Portugal et l'Irlande qui étaient mis sous tutelle. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, les 100 milliards pour sauver les banques espagnoles, même s'il n'y a pas officiellement de mise sous tutelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en prend le chemin. Aujourd'hui, l'Espagne, et demain qui? Les exigences, on l'a dit, les exigences de la Troïka pour respecter la règle d'or conduisent les États dans la récession économique, au chômage massif, selon un système de spirale infernale qui fait que la récession produit une aggravation des déficits qui, au nom de la règle d'or, conduit à de nouvelles mesures d'austérité, etc. C'est ce qui s'accumule dans tous les pays. Je ne vais pas reprendre les éléments de discussion qu'on a déjà eus, mais enfin, la baisse des salaires, la baisse des retraites, la baisse de tous les droits collectifs, la suspension des conventions collectives, bref, tous les droits collectifs des salariés sont mis en coupe réglée. Alors le problème qui est posé, c'est effectivement qui derrière. Déjà, juste après l'élection du nouveau président de la République, les marchés, comme ils disent, ont annoncé la couleur. Il y a eu les exigences annoncées par l'Union européenne, exigeant qu'il y ait une réforme rapide du marché du travail en France, en quelque sorte, faire en France ce qui a été fait en Espagne. Et puis, quelques jours après, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances. Vous ne le savez peut-être pas, mais un des rédacteurs de ce rapport, c'est un monsieur Jean-Michel Charpin. Ça vous rappellera quelque chose. Monsieur Charpin, c'est celui-là qui, en 1999, avait fait ce rapport sur les retraites qui a constitué l'ossature de la contre-réforme de 2003. Et ces exigences sont très précises. Pour satisfaire les 3% de déficit en 2013, pour aller vers 0% de déficit en 2017, qui est l'exigence de l'Union européenne du respect de la règle d'or,
eh bien, il faut prendre des mesures qui iraient notamment, puisque c'est quand même assez précis, blocage des déroulements de carrière pour les fonctionnaires, réduction des primes, passer de 1 sur 2 pour les remplacements à 2 sur 3, j'en passe, la liste est très précise et assez longue. Alors évidemment, vous me direz, mais le gouvernement a dit, oui, mais ça ne nous concerne pas, on ne le fera pas. Certes. Mais ce que la presse annonce déjà, c'est que pour le collectif budgétaire pour l'année 2012, compte tenu du déficit et compte tenu des engagements du gouvernement français de respecter la règle d'or, eh bien, il faudra trouver 10 milliards d'économies supplémentaires. Et ces 10 milliards, bien entendu, ça peut venir de recettes, mais ça viendra aussi de dépenses, c'est-à-dire la réduction des dépenses viennent forcément en contradiction avec nos propres revendications, nos propres exigences. Alors naturellement, il faut discuter de tout cela, parce qu'il faut bien constater que si le traité de stabilité, le TSCG, s'il n'est pas ratifié, tout au moins pas encore, la règle d'or commence à s'appliquer, puisque les engagements, c'est effectivement 3% de déficit public l'an prochain et 0% en 2017. Alors, je vous rappelle que tous ces comptes publics, ça concerne à la fois les dépenses de l'État, à la fois les dépenses des collectivités territoriales et à la fois la sécurité sociale. Lorsque le gouvernement annonce que pour les 5 années à venir, l'augmentation des dépenses publiques sera limitée à 1%, il faut mesurer ce que ça représente par rapport aux revendications qui sont les nôtres. Et naturellement, il faut discuter. Alors, dans cette situation, notre responsabilité, c'est naturellement de poser les revendications. Opposer les revendications à tous ces plans d'austérité qui s'accumulent et qui s'accumulent aussi en France. Alors évidemment, poser les revendications ne suffit pas à régler le problème. Et la question qui nous est posée, c'est comment nous allons aider à notre place, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais tout de même en prenant la mesure du fait que 450 militants réunis en congrès, qui représentent quelques milliers de syndiqués, qui autour d'eux sont entourés de salariés qui partagent nos convictions, cela représente une force sur l'objectif de mettre en échec, de porter un coup d'arrêt à ces plans d'austérité pour que nos revendications soient satisfaites. Alors naturellement, poser les problèmes le plus clairement possible, c'est d'abord préserver l'indépendance de notre organisation. Notre organisation a bien fait d'avoir la position qu'elle a indiquée par rapport aux élections. Jean-Claude a dit par rapport à la grande conférence qui doit se tenir au mois de juillet, en tout état de cause, nous refusons l'institutionnalisation du dialogue social, et il a eu raison. C'est-à-dire que nous abordons toutes les discussions librement, avec nos revendications, avec notre liberté de jugement et notre liberté de comportement. Mais à côté de ça, notre responsabilité, c'est de préparer les prochaines échéances. Parce que nous savons que dans les prochains mois, et pendant l'été, il y aura sans doute des mesures, eh bien, il faudra y aller. Il faudra y aller, que ce soit sur la question des salaires, que ce soit sur la question des droits collectifs, que ce soit sur la question des retraites, c'est-à-dire préparer le rapport de force. Évidemment, ça rappelle ce que nous avons fait dans la bagarre sur les retraites. Tout le monde a dit, et c'est vrai, le coup est passé tout près. Ils ont sorti le vent du boulet. La question de la grève interprofessionnelle, qui était posée par nous, avait un écho de plus en plus grand parmi les salariés et parmi les autres organisations. Le problème doit être posé de la manière la plus raisonnée possible. Nous avons nos revendications, nos syndicats ont la responsabilité d'organiser autour de ces revendications pour préparer ce rapport de force qui de toute façon viendra, y compris par la grève interprofessionnelle si c'est nécessaire. Les camarades, vous avez la responsabilité maintenant, avec l'autorisation du président, de prendre la parole pour discuter, pour intervenir au nom de notre syndicat, pour dire ce que les syndicats ont fait, pour dire ce que les syndicats ont pris comme initiative, pour que tout le monde partage cette activité collective de notre organisation. Mes camarades, je vous remercie.